Bonsoir, nous poursuivons ce Mediapart Live avec une séquence consacrée aux lanceurs d'alerte, aux poursuites dont ils font l'objet dans le monde entier et aux menaces que cela représente à la fois pour une presse libre et pour une démocratie pleine et entière. Mediapart est né il y a 12 ans de la conviction qu'il est nécessaire de disposer de médias indépendants pour publier des informations d'intérêt général, d'intérêt public. Et cette nécessité rejoint bien évidemment le combat des lanceurs d'alerte, sans lesquels, dans bien des cas, il ne pourrait y avoir des révélations sur les méfaits ou les abus des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques. L'un des plus connus, mais aussi sans doute l'un des plus controversés lanceurs d'alerte, l'Australien Julian Assange, est aujourd'hui en danger. Son procès pour une éventuelle extradition vers les États-Unis s'est ouvert lundi à Londres. Jérôme Ourdeau, qui suit avec attention ce dossier ici à Mediapart, en a rendu compte. Nous avons invité pour ce premier plateau l'ancienne magistrate Eva Joly. Vous êtes aujourd'hui avocate. Et le militant Jérémy Zimmerman, je vous présente comme ça, militant. Et vous connaissez très bien l'aventure Wikileaks, le site qui a été fondé par Julian Assange. Bonsoir. Avant d'entamer notre discussion, je voudrais vous faire écouter une vidéo. You still love WikiLeaks? I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. WikiLeaks! I love WikiLeaks. Looks like Bernie got a little bit of a bad deal based on WikiLeaks, right? They want to distract us from WikiLeaks. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. And all you have to do is take a look at WikiLeaks and just see what they said about Bernie Sanders. Even Chelsea Clinton, the WikiLeaks email show, expressed serious concerns about conflicts of interest at the Clinton Foundation and the State Department. I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. So he'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life. Alors, nous n'avons pas traduit cette vidéo, mais on comprend bien évidemment qu'en 2016, le candidat Trump adorait Wikileaks. We love Wikileaks. Et 4 ans plus tard, le président Trump s'en lave les mains. Alors, la justice américaine souhaite juger le journaliste australien de 48 ans pour son travail de rédacteur en chef de Wikileaks et la publication en 2010 des documents fournis par Chelsea Manning, elle aussi actuellement en prison, détaillant les exactions américaines en Afghanistan et en Irak. Le 23 mai 2017, le département de la justice a dévoilé les 17 charges retenues contre lui, dont la violation de l'Espionnage Act. 18, pardon. Il risque au total 175 années de prison. Eva Joly, vous avez alerté sur la situation de Julian Assange depuis bien longtemps. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui et actuellement de se mobiliser pour lui ? Je pense que le procès de Julian Assange est le plus important de cette décennie. Si jamais la justice anglaise cède à ce qui sont des énormes pressions exercées par les États-Unis, que nous connaissons, et que nous laissons le droit américain dominer le droit européen, mais il est fini du journalisme d'investigation et c'est le secret qui dominera. Je veux dire, c'est le fait de pouvoir publier ce qui est d'intérêt général, même s'il est d'origine illicite, c'est le fond même du journalisme, parce que le pouvoir cherche toujours à cacher, et aussi le pouvoir économique cherche à cacher. Donc, le seul antidote au secret, et ce secret se renforce. Nous avons maintenant le secret des affaires. Et donc, si on n'a pas la possibilité de publier ce qui est d'intérêt général sans risquer d'être extradé pour les États-Unis parce que ça a touché la sécurité américaine, c'est d'admettre la supériorité de la loi américaine sur nous. Et c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Jérémy Zimmerman, vous revenez de Londres, vous étiez présent pour les premiers jours du procès de Julian Assange. Est-ce qu'on peut s'attendre à un procès juste et équitable ? Je ne sais pas si on a le droit de dire ça sur le live de Mediapart, mais... Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Mon approche de ce procès est toute Larry Flintienne, c'est-à-dire « fuck this court ». Merde à ce tribunal.
L'ensemble de cette procédure est une vaste farce. Le procès a été déporté à la Woolwich Court, qui est attenante à la prison de haute sécurité de Belmarsh, un tribunal dans lequel on juge les terroristes et les criminels violents. Le premier jour du procès, lundi, Julian Assange a été soumis à 2 fouilles où on l'a mis nu. Il a été menotté 11 fois. On l'a transporté dans 5 cellules. Et on lui a confisqué tous ses documents, les documents de ses avocats et les notes qu'il avait prises lui-même. Il est dans une boîte en verre anti-balles où il n'entend pas ce qui se passe. Selon le rapporteur de l'ONU, Nils Melzer, il est victime de torture psychologique. Il en présente tous les symptômes. Et on a envoyé le procès dans ce tribunal qui est à 15 km du centre de Londres. Il faut 2 heures pour arriver là-bas. C'est une voie rapide, de la boue. Même le pub local a fermé. Il n'y a rien. C'est une zone anti-vie, antisociale, où il y a des barrières pointues, des checkpoints de sécurité. Et pour entrer dans le tribunal, on se fait fouiller comme à l'aéroport en enlevant ses chaussures. Dans la galerie du public, il y a 18 personnes qui peuvent entrer, y compris la famille. Et hier matin, les gens faisaient la queue depuis 6 heures du matin. À 9 heures, alors que le procès ouvrait à 10 heures, ils ont dit qu'il y a 18 personnes qui entrent et tout le reste de la journée ne peut même plus accéder au terrain du tribunal. Même pas dans l'enceinte du tribunal. Utiliser les toilettes ou la cafétéria. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'environnement lui-même montre que le procès ne sera pas justifié. Ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour rendre ce procès invisible, pour empêcher aux journalistes de s'y rendre, pour empêcher au public de voir ce qui s'y passe. Et lorsque l'on se penche sur les débats eux-mêmes, sur notamment l'argumentaire de l'accusation, ce que l'on entend, ça fait tomber de sa chaise tellement il s'agit des mêmes arguments ressassés pendant 10 ans. Wikileaks aurait créé des dommages, aurait causé des risques, aurait mis des vies en jeu. Mais depuis 10 ans, on entend ces arguments. Et lors du procès de Chelsea Manning en cour martiale, c'est le Pentagone lui-même, l'accusation elle-même, qui a expliqué qu'il n'y avait aucune mort qui pouvait être directement liée aux révélations imputées à Chelsea Manning. Donc les arguments sont complètement creux. La défense, hier, a massacré les arguments de l'accusation, un par un. Chacun des arguments de la défense, à lui tout seul, justifierait que ce procès tombe. Comme le disait Craig Murray, un ancien diplomate et lui aussi lanceur d'alerte sur la torture du Royaume-Uni, qui a fait le compte-rendu du procès, s'il s'était agi d'un jury populaire, l'affaire aurait été pliée en une demi-journée. En fait, ce procès qui va s'étaler sur 3 mois, là, c'est 1 semaine d'audience. À partir du 18 mai, il y a 3 nouvelles semaines. Ce procès est là pour donner le vernis, une vague apparence de légitimité, une vague apparence de justice, pour une décision qui semble être déjà écrite, car comme vous l'avez décrit, Madame Joly, il semblerait qu'il s'agit d'un jeu éminemment politique, comme on le voit sur les images avec Trump, où c'est pas seulement le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est aussi la Suède, c'est aussi l'Équateur. C'est une espèce pour le coup, de conspiration internationale, une guerre contre la vérité, une guerre contre le courage, une guerre contre la justice, et du coup une guerre contre Wikileaks. D'accord. Eva Joly, est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement qui est assez sévère de Jeremy Silverman sur le fait que les dés sont pipés, en fait? Les dés sont complètement pipés, et ça, nous le savons depuis très longtemps. Depuis que nous avons découvert dans le dossier d'instruction suédoise qu'il y avait l'interférence, pas simplement du Crown Prosecution Service des Anglais, mais également du FBI. Et lorsque les Suédois ont voulu classer l'affaire ou l'accélérer, ils recevaient des mises en garde anglais pour dire c'est pas le moment d'avoir peur, résister. Et donc, ce qui pour moi est très choquant là, c'est que ce n'est pas un tribunal. Et Julian Assange n'est pas un violent, ce n'est pas un terroriste, c'est un journaliste primé. Et on le traite pire qu'un terroriste. Là, il est en détention provisoire. Il y a la présomption d'innocence. Et une procédure d'extradition ne mérite pas ces précautions-là. Et le premier jour, il est donc derrière ces vitres blindées et les avocats demandent à ce qu'il soit assis avec eux, comme dans un procès normal. Et le parquet, qui représente donc la poursuite, dit « Oui, Madame la Présidente, ça serait bien ». Mais la juge s'y oppose. Et nous savons de cette juge
elle est sous les ordres du responsable de ce tribunal, qui est la femme de l'ancien ministre de Défense anglaise, dont le mari et les fils ont des intérêts dans l'industrie de sécurité. Ceux de vos spectateurs qui sont intéressés, allez sur le blog de Craig Murray avec les hyperliens. Vous trouverez tout sur la disqualification de ces juges de Magistrate Court. Et comme la loi dit que c'est le Westminster Magistrate Court qui doit délibérer et qu'ils n'ont pas voulu extraire même Julian Assange de cette prison qui est le petit Guantanamo, ils ont déplacé le personnel de Westminster Court à Belmarsh Court. Et donc tout ça, c'est de la folie. C'est une mise en scène. Et alors que légalement, on ne peut pas l'extrader. Je veux dire, pour pouvoir extrader quelqu'un, il faut être sûr qu'il va avoir un procès équitable. Nous sommes sûrs que s'il est extradé, il ne va pas avoir un procès équitable. On n'a pas vu dans la vidéo de Trump, mais Trump a également dit qu'Assange mérite la peine de mort. Nous savons que la CIA l'a espionné direct au sein de l'ambassade de l'Équateur. Oui, il y a une procédure en cours en Espagne, justement, sur ce dossier. Absolument, à travers une société de sécurité qui, probablement, lorsque l'enquête sera faite, est une filiale en direct de la CIA. En tout cas, la CIA avait les informations. Oui, on a publié des papiers dessus, oui. Bon, et ça, c'est une violation fondamentale des droits à l'intimité, à la vie privée, mais surtout le secret entre l'avocat et son client. Ils ont filmé les entretiens. Il y avait des caméras partout et des micros y compris dans partout. les toilettes des femmes. Dans les toilettes des femmes, il y avait des micros. Et donc, si vous voulez, les violations des droits ont été tout le long. Julian Assange a été vendu par Lénine Moreno à Trump. Le président d'Équateur. d'Équateur. Parce qu'il y a eu un changement de président à Équateur. Et on peut aussi craindre que Boris Johnson, tout enivré de sa victoire splendide, évidemment, je veux dire, mais obtenue par des moyens assez populistes, soit aussi très désireux de faire plaisir aux Américains. Donc, alors, tout ça joue contre un procès équitable. En tout cas, à ce stade-là de la procédure, au Magistrate Court, il faut savoir que ce n'est pas la crème des magistrats qui se trouve dans le Magistrate Court. C'est très mal parti. Alors, on va revenir sur le procès plus tard. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit avec vous, Jeremy Zimmerman, pour essayer de comprendre qui est Julian Assange. Parce que ça, c'est important. On oublie aujourd'hui, avec l'actualité, avec les accusations, avec les controverses. Il y a un terme qui est contenu dans le titre d'un livre que vous avez publié avec lui, le cypherpunk. Alors, qu'est-ce que c'est que le cypherpunk, en fait ? Le cypherpunk, c'était le nom d'une liste de diffusion, donc une liste email dans les années 90, où une bande de joyeuderies, de foudingues, de chercheurs, de rêveurs, échangeait sur un rêve qui est celui de la cryptographie, donc du chiffrement des données, du fait de rendre des données illisibles pour quiconque ne fait pas partie d'un secret, n'a pas la clé de déchiffrement, que ce chiffrement allait pouvoir changer la face de l'humanité, d'inverser une sorte de rapport de force en donnant aux individus, en quelque sorte, le même pouvoir qu'utilisaient les militaires lorsque eux-mêmes chiffraient leur communication pour s'assurer que seuls eux avaient le contrôle des communications. Donc ça fait partie quelque part de l'arrière-cour de ce qui se passe derrière le rideau, en quelque sorte, du rêve d'un Internet libre, d'un Internet qui ne serait libre que si on avait le contrôle de nos communications. Et Julian Assange, depuis son plus jeune âge, on pourrait dire un génie, hein, vraiment un esprit absolument brillant, qui, dans un contexte familial très difficile, s'est retrouvé pendant toute son enfance avec un ordinateur et a commencé à accéder à des serveurs distants, a commencé à entrer dans des ordinateurs. Et je pense que ce qu'il définit avant, le terme cypherpunk est un petit peu romantique et tout ça, mais avant et bien avant qu'il se retrouve sur cette mailing list, je pense que ce qu'il définit, c'est un côté anti-autoritaire
et un côté anti-guerre. Depuis son plus jeune âge, il a été exposé à la guerre, aux militaires, et avec ses ordinateurs, avec ses réseaux de communication, il a appris, il a cherché à comprendre comment on invente une guerre, comment on déclare une guerre, comment on gère une guerre. Et par là, de proche en proche, avec sa connaissance des ordinateurs et des rouages de l'informatique, et son passage par cette fameuse mailing list de Cypherpunks, il a élaboré cette philosophie toute personnelle. Il y a un document remarquable que j'invite tout le monde à lire, qui s'appelle Conspiracy as Governance. Alors, le gouvernement par le complot. Le complot. Et qui explique en fait que lorsque les gouvernements mentent, commettent des crimes, ils se cachent derrière le secret. Que l'on assiste aujourd'hui à une inflation du secret, que le nombre de documents qui sont classés secret, top secret, ne cesse d'augmenter. Et que si on trouvait un moyen de publier ces documents secrets, alors les gouvernements deviendraient paranoïaques et dépenseraient de plus en plus de ressources pour protéger leurs secrets. Et au plus ils dépenseraient de ressources pour protéger leurs secrets, au moins ils commettraient de crimes. Un an après, du coup quelques années après le départ de la guerre en Irak, qui s'est lancée sur des mensonges, elle-même après la guerre en Afghanistan, qui a démarré sur des mensonges, quelques années après, émergeait Wikileaks, qui disait « We open governments », nous ouvrons les gouvernements, où le but était, et j'ai l'impression, merci pour cette question, désolé pour la longue réponse, parce que j'ai l'impression qu'il est aujourd'hui véritablement temps de remettre cette philosophie centrale à Wikileaks sur la table. Le but de Wikileaks, c'est de permettre de publier de façon anonyme des documents, mais aussi de publier des grandes quantités de documents, sans édition, sans redaction, sans avoir sélectionné les meilleurs morceaux, mais des blocs, des bases de données entières, de permettre aux gens de chercher dans les bases de données comme si on était le contact principal de la source. Et aussi, le but, c'est de faire en sorte que ces documents restent sur Internet, incensurables, afin de fournir des archives pour l'humanité tout entière, pour permettre à tout le monde de chercher dans ces archives, de comprendre, que l'on soit journaliste amateur ou étudiant, que l'on soit historien, scénariste, artiste ou que sais-je, que chacun puisse s'accaparer les données pour participer de bâtir cette compréhension, cette connaissance du monde. Et on voit aujourd'hui sur Wikileaks, il y a 10 millions de documents. Donc il est arrivé tout ce qu'il est arrivé à Julian, l'affaire suédoise qui a été entièrement fabriquée. Et j'invite nos spectateurs, amis, lecteurs, abonnés, etc. non-abonnés. Et non-abonnés, à lire la tribune de Niels Messer, encore le rapporteur de l'ONU sur la torture, qui a publié sur République avec un K.ch, une longue interview dans laquelle il démonte toutes ces histoires-là, avec l'affaire suédoise, avec tout ce qui s'est passé à l'ambassade d'Équateur, avec cette affaire au Royaume-Uni, les États-Unis, etc. On en vient à oublier ce qui s'est passé, mais malgré tout ça, il y a encore 10 millions de documents sur l'Afghanistan, sur l'Irak, sur la Syrie, sur la Russie, sur les US, sur la Côte d'Ivoire, sur la Tunisie, sur l'Égypte, sur la diplomatie américaine, qui pendant des décennies à venir vont continuer de nous donner cette vision du monde. Et je reviens pendant peut-être une seconde, juste une seconde, ce que disait Madame Eva Joly sur la CIA, qui est maintenant vent debout contre Assange. Et il y a vraiment un tournant dans l'histoire de Wikileaks en 2017. C'est quand Wikileaks a publié une fuite qui s'appelle Vault 7, qui est en quelque sorte la cache d'armes, des cyberarmes de la CIA, où l'on apprend que la CIA a la capacité, en 3 clics, d'entrer dans n'importe quel ordinateur, dans n'importe quel téléphone, de vous espionner au travers d'une télé connectée, d'en activer la caméra et le micro alors que vous pensez qu'elle est éteinte, mais aussi de faire passer cette attaque pour une attaque russe, chinoise, iranienne, etc. Donc il se dit que c'est le jour où Vault 7 est sorti, où Wikileaks a exposé la CIA le pantalon baissé, que la CIA a dit « bon ben maintenant ceux-là, on va les zigouiller ». Mais j'aimerais revenir là-dessus une seconde, parce que très peu de gens ont saisi l'importance de Vault 7, et on continue aujourd'hui de l'explorer et de comprendre ce qui se passe. Quand on dit que les US peuvent lancer une cyberattaque, c'est-à-dire entrer dans une centrale nucléaire, une gare, un aéroport, et causer n'importe quel dommage que ce soit, et laisser les traces de la Russie, de la Chine ou de la Corée du Nord. Wikileaks nous a montré les outils qui permettraient aujourd'hui de déclencher une guerre. Et c'est pour ça qu'Assange, aujourd'hui, est massacré par ce procès, par cette affaire,
et par une persécution qui devrait alerter tout le monde aujourd'hui. Alors, un autre fait d'armes, puisque vous avez commencé à évoquer les faits d'armes de Wikileaks, un autre fait d'armes qui a fait connaître Wikileaks, c'était la diffusion en avril 2010 d'une vidéo intitulée Collateral Murder. Et je vous invite à en regarder quelques secondes. Anybody has an element? We got an RPG. All right, we got a guy with an RPG. Having a fire? No, hold on. Let's come around. Behind buildings right now from our point of view. Yeah, we're going to come around and get him from our RPG. Getting ready to fire. We won't. Yeah, we got a guy shooting. Now he's behind the building. God damn it. Coming around. Negative. He was right in front of the Brad. About there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on him, just open them up. Okay, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. When the stage line, let me know when you get it. One shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Donc cette vidéo, elle montrait une bavure de l'armée américaine en Irak, et une bavure qui a fait 18 victimes, 18 morts, dont 2 journalistes de bavure, Reuters. Excuse-moi, un massacre. Un massacre, voilà, pardon. Mais dans une guerre, il peut y avoir aussi des bavures, comme dans... Oui, voilà. Oui, mais ça, c'est un massacre. C'est un jeu vidéo. Oui. Alors, Eva Joly, vous avez rencontré Julian Assange pour la première fois en Islande, juste au moment où lui et son équipe préparaient la diffusion et la préparation de cette vidéo. Est-ce qu'à l'époque, il avait conscience qu'il allait s'attaquer à un ennemi aussi coriace, cet ennemi dont parlait Jeremy Zimmerman tout de suite? Si vous voulez, moi, je n'ai pas rencontré la personne archi connue, recherchée. J'ai rencontré un jeune Australien qui avait un projet qui était d'essayer de transformer l'Islande, où je travaillais à l'époque, en paradis, non pas fiscal, mais un paradis pour l'information, pour les journalistes, où il n'y aurait pas de possibilité de poursuite pour diffamation, où on ne pourrait pas recevoir des injonctions de ne pas publier, comme aujourd'hui, ça marche toujours en Grande-Bretagne. Donc, nous avons travaillé un peu ensemble sur ce projet-là. Et c'est parce que je l'avais rencontré et que je l'avais trouvé sympathique et engagé que lorsque j'ai vu ce qui lui arrivait, je me suis sentie concernée. Et je suis allée le voir à l'ambassade d'Équateur et que j'ai compris très vite que l'enquête n'était pas normale. Et ça parce que j'étais moi-même juge. Et qu'un juge d'instruction allait entendre un suspect dans un pays européen, c'est d'une totale banalité. Or, le procureur suédois, s'appelait Marianne Ny, prétendait que cela ne lui était pas possible. Et là, moi, je me suis dit, soit elle est incompétente, elle n'a pas suivi de cours de formation après son examen, il faut que j'aille lui expliquer le monde. Et c'est ce que je fais. Je suis allée à Stockholm avec la ferme intention de lui dire, tu te trompes, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à Londres? Évidemment, j'avais une inquiétude que c'était autre chose derrière. Elle n'a pas voulu me recevoir, mais j'ai vu beaucoup d'autres mondes à Stockholm. J'ai fait une conférence de presse où je dis que cette enquête est encarafée et qu'il est important qu'elle soit dessaisie, et qu'un autre procureur soit saisi et qu'on voit le bout de ça. Voilà comment je me suis impliquée dans l'histoire d'Assange. Et je voudrais dire que ce que vous venez de nous dire sur l'arme de la CIA de déclencher des cyberattaques, c'est 1000 fois plus important même que collateral murder, et que il faut vraiment bien comprendre ce qui se joue. Il faut bien comprendre le peu de chances que Julian Assange a de s'en sortir, et que la seule chance qu'il a, c'est une mobilisation massive de nous, des citoyens européens, des sachants, des professeurs de droit. On ne devrait pas avoir un professeur de droit en Europe qui ne prenne pas la parole. On doit protester, on doit faire comprendre aux Anglais qu'on les voit et qu'on les suit.
Écoutez, merci à vous deux pour cette première partie sur Julian Assange et sur cette soirée consacrée aux lanceurs d'alerte. On va continuer à suivre notamment le procès, puisque comme vous le disiez, Jérémy Zimmerman, il va continuer jusqu'au mois de mai. On va passer au deuxième plateau, et avant de passer au deuxième plateau, nous allons avoir une vidéo de Glenn Greenwald qui avait été projetée lors d'une réunion de soutien, une réunion publique à laquelle vous avez participé, Eva Joly, organisée notamment par Mediapart, mais auquel ont collaboré diverses associations, Reporters sans frontières, des syndicats. Voilà, on écoute Glenn Greenwald avant le prochain plateau. And as any investigative journalist will tell you, it's extremely unrealistic to think that journalism can be done by simply passively receiving information from a source. You always work actively with your source. We didn't just passively receive information from Edward Snowden through the computer. We met with him in Hong Kong. We went over the material with him. We spent days talking about how we could be protected, how he could protect himself. That's what investigative journalism is. You have not just the right, but the duty to help protect your sources. And this is what the Trump administration is trying to criminalize, that if you help your source avoid being caught, then it means that you've become part of the criminal conspiracy with them and can be prosecuted. If we allow Julian Assange to be turned into a criminal for doing this, then it's very easy to turn me into a criminal or any investigative journalist working around the world, because helping sources avoid detection is called journalism and not a crime. And the Trump administration, in prosecuting Julian Assange, is trying to make it a felony and put him in prison for many decades. And it's a danger to freedom of the press and therefore to democracies everywhere. Alors, nous poursuivons cette soirée consacrée aux lanceurs d'alerte. Alors, on a commencé avec Julian Assange. On va poursuivre en élargissant à d'autres lanceurs d'alerte. Avec nous, Jean-Philippe Fogel. Vous êtes coordinateur à la Maison des lanceurs d'alerte, une structure créée en octobre 2018 à Paris. Et Yann Philippin. Yann, tu es journaliste, collègue à Mediapart au sein du pôle enquête, et tu as travaillé notamment sur les Football Leaks, dans lequel il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Rui Pinto. On y reviendra. Mais d'abord, première question, juste sur la Maison des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire ce que c'est exactement, quel est son but ? Alors, la Maison des lanceurs d'alerte, c'est une initiative nouvelle dans le paysage français. Elle a été créée par 17 organisations, donc des syndicats, des associations de lutte contre la corruption, des associations environnementales aussi, en partant d'un constat, c'est que beaucoup des organisations qui avaient créé cette maison et qui étaient à l'initiative de cette maison étaient amenées dans la pratique quotidienne, dans le cadre de procès contre la corruption, dans le cadre de scandales environnementaux, à travailler avec des lanceurs d'alerte, mais n'avaient pas forcément les ressources pour permettre de mener à bien leur mission de protéger ces lanceurs d'alerte. Donc cette maison des lanceurs d'alerte, elle vise précisément à unifier les compétences. Donc toutes ces organisations se sont unies pour créer en quelque sorte un guichet unique pour les lanceurs d'alerte, une association bien identifiable pour les lanceurs d'alerte, un peu sur le modèle de ce qui peut exister aux États-Unis, en Angleterre, avec des grosses fondations qui fonctionnent très bien depuis des années. Cette maison, elle fonde son action sur 3 grands piliers. Donc le pilier d'aide individuelle, nous apportons une aide évidemment juridique, mais aussi psychologique, financière, sociale aux lanceurs d'alerte. Évidemment, nous plaidons également pour un changement de la législation. La loi Sapin 2, comme vous le savez, a mis en place un premier statut du lanceur d'alerte en France. On va y revenir après avec Yann, justement, sur cette question précise de la protection juridique. Exactement, mais à ce stade, cette protection n'est pas suffisante selon nous. Enfin, nous formons les acteurs, c'est-à-dire nous formons les administrations, nous formons les syndicats, nous formons dans certains cas les entreprises dans l'idée de créer une culture de l'alerte, c'est-à-dire de faire en sorte que toute personne, qu'elle soit dans une administration, qu'il s'agisse d'un simple citoyen ou qu'elle travaille dans le secteur privé, puisse avoir en face d'elle un interlocuteur formé à la question de l'alerte, qui soit capable de répondre à ses besoins et qui soit capable de l'orienter vers les bons interlocuteurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on vit un moment de répression accrue des lanceurs d'alerte, ou est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'ils ont toujours été la cible de manœuvres juridiques pour les empêcher de parler, en fait, pour les empêcher d'agir, pour les empêcher de donner des documents ou d'alerter? Alors, malheureusement, les lanceurs d'alerte, effectivement, c'est presque consubstantiel à la notion de lanceur d'alerte. Une des manières de définir le lanceur d'alerte, c'est que le lanceur d'alerte, contrairement aux journalistes, dans la plupart des cas, contrairement aux professionnels de l'information, est une personne qui, finalement, souvent, elle se définit par les représailles auxquelles elle fait face. Donc, la notion de lanceur d'alerte, elle apparaît aux États-Unis dans les années 70.
finalement de manière assez pragmatique, c'est-à-dire que... Avec Daniel Ellsberg, avec Daniel Ellsberg, qui est l'origine des Pentagon Papers. Pentagon Papers, tout à fait. Donc dans la continuité du scandale des Pentagon Papers, on a tout un tas d'associatifs qui sont contactés par des personnes qu'on appelle des insiders qui révèlent des faits très graves au sein de leur entreprise, mais qui ne sont pas protégés par le droit du travail ou par le droit de la fonction publique, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas encore pris conscience de l'importance de ces individus. Donc on va créer cette notion de lanceur d'alerte finalement très pragmatiquement pour protéger ces personnes-là. Donc malheureusement, la notion de lanceur d'alerte, à la source de la notion de lanceur d'alerte, il y a vraiment cette notion de représailles. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de représailles envers les lanceurs d'alerte? Évidemment. On l'a vu avec la directive secret des affaires qui a mobilisé toute la société civile et qui reste aujourd'hui très problématique. On travaille actuellement avec un collectif, le collectif On ne se taira pas, qui travaille sur les poursuites Bayon. Donc les journalistes comme les lanceurs d'alerte font face, et ça c'est assez nouveau, à des poursuites qui ne visent pas réellement qui visent simplement à faire taire les lanceurs d'alerte. Des entreprises vont intenter tout un tas de procès en sachant qu'elles vont perdre, mais vont chercher à épuiser les personnes. On a aux États-Unis, mais ça vient aussi en France, l'utilisation de tout un arsenal pénal qu'on n'utilisait pas avant, notamment l'incrimination de vol. On le voit dans le cas de Rui Pinto, on l'a vu dans le cas d'Antoine Deltour. Même s'il y a des protections pour les lanceurs d'alerte, là, malheureusement, l'inventivité des organisations et des entreprises est telle qu'on fait toujours face à de plus en plus d'inventivité en termes de représailles contre les lanceurs d'alerte. Sur les lanceurs d'alerte, dans le secteur de la défense, c'est aussi, en tout cas aux États-Unis, on a une évolution qui est très, très préoccupante. On parle aujourd'hui de Julian Assange, mais il faut rappeler que le gouvernement Obama a ressuscité l'Espionnage Act, qui était quand même une loi qui a permis de condamner à mort les époux Rosenberg, qui est une loi qui est issue du Sedition Act de 1798, qui visait à pénaliser les espions. Et le gouvernement Obama a commencé à réutiliser cette loi pour faire taire des personnes, et pas uniquement Edward Snowden, et les mettre en prison et les condamner à des peines tout à fait disproportionnées au regard des standards européens ou internationaux. Je voudrais quand même rappeler que Chelsea Manning a été condamnée à 35 ans de prison pour avoir révélé ce qu'on vient de voir, la bavure, ou plutôt le massacre qu'on vient de voir. Et là, on passe vraiment à un second cap avec la poursuite de Julian Assange. J'aimerais aussi rappeler que sous le gouvernement Obama, même si le gouvernement Obama a mené ce qui a été décrit par beaucoup d'acteurs états-uniens comme une guerre aux lanceurs d'alerte, la doctrine d'Obama, c'était quand même de ne pas poursuivre Assange parce qu'il considérait qu'Assange était un journaliste. Et il y a eu des officiers américains qui ont dit clairement on ne peut pas poursuivre Assange parce qu'il se présente comme un journaliste, et si on doit poursuivre Assange, demain on poursuivra le New York Times. Donc il faut peut-être aussi bien rappeler et contextualiser les poursuites dont fait l'objet aujourd'hui Julian Assange. Il faut rappeler que ce changement de doctrine, il vient aussi tout simplement de Trump et de triomphe, en tout cas partiel, idéologique de l'extrême droite américaine. J'aimerais rappeler que le changement de doctrine, il vient aussi de l'arrivée à la tête de la CIA de Mike Pompeo, qui est une personne qui est proche des milieux d'extrême droite, qui est proche du Tea Party, qui a malheureusement infusé la politique américaine depuis une dizaine d'années et qui a permis l'arrivée au pouvoir de Trump. Et c'est l'arrivée de cette nouvelle personne à la tête de la CIA qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, le gouvernement Trump a passé une limite, a passé un cap que le gouvernement d'Obama n'avait pas passé, que le président Obama n'avait pas passé, qui est de poursuivre des personnes, non pas uniquement pour avoir conspiré pour obtenir des informations, comme ça a été le cas pour d'autres personnes, mais simplement pour une activité de publication, pour une activité que mène Mediapart au quotidien, que mène The Intercept au quotidien. Alors le sort de Julian Assange se joue en ce moment à Londres, mais celui de Rui Pinto, lui, se joue à Lisbonne. Alors, Yann, toi, tu as travaillé avec Rui Pinto. Est-ce que tu peux nous dire qui il est, qui est ce lanceur d'alerte ? Donc Rui Pinto, c'est un jeune homme, il a une petite trentaine d'années, c'est un autodidacte. Et un jour, il a donné à notre partenaire Der Spiegel, donc le grand hebdomadaire allemand, qui ensuite l'a partagé avec Mediapart et d'autres médias membres d'un consortium de médias d'investigation qui s'appelle l'EIC, les données des Football Leaks. Donc ils nous ont permis de révéler depuis 2016, de façon totalement inédite, la face noire du foot business. Les Football Leaks, c'est 70 millions de documents, c'est plus de 3 téraoctets de données, donc c'est la plus grande fuite de l'histoire du journalisme, qui a provoqué de nombreux scandales, qui a provoqué l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires dans plusieurs pays, dont la France. Mais Rui Pinto, ce n'est pas que ça, c'est un homme qui est aussi à l'origine en partie des Malta Files, qui est un autre scandale lié à l'évasion fiscale qu'on a révélé dans Mediapart avec nos partenaires de l'EIC, et très récemment des Luanda Leaks qui ont été publiés par un autre consortium, l'ICIG, et qui dévoilaient de façon inédite, là encore, la façon dont la
a détourné énormément d'argent public des caisses de son pays. Et il se trouve qu'il a été poursuivi en justice, notamment par des cabinets d'avocats qui l'accusaient d'avoir piraté une partie des données. Il a été arrêté à Budapest, où là j'ai pu le rencontrer pour la seule fois, parce qu'avant il était anonyme, même moi je ne savais pas qui c'était. Voilà. Justement, avant de poursuivre la conversation, j'aimerais qu'on voit, tu en as tiré une vidéo de cette rencontre. Hi, this is Rui Pinto. I am John, the whistleblower from Football Leaks. I'm not a hacker, that's clear. I'm a whistleblower. He didn't target a specific club or a specific federation or a specific country. If I have data from a specific football club, why shouldn't I share it with the media? I shared everything I had. What matters for me and for Football Leaks is the documents are authentic. I don't care about the origin. I'm a whistleblower, so I have to expose and give to journalists, credible journalists, the real deal, the real materials. That's the only thing that matters to me. Alors, la question que je vais vous poser à tous les deux, c'est quand même qu'on a quand même l'idée que les lanceurs d'alerte sont protégés. On parlait tout à l'heure d'une protection juridique, mais là, en l'occurrence, on se retrouve à Londres avec Julian Assange, mais aussi Rui Pinto à Lisbonne, qui est en prison. Alors, comment on explique cette persécution? Alors, je voudrais dire un mot, c'est qu'il y a là-dessus, sur la situation de Rui Pinto. Donc, ça fait près d'un an maintenant qu'il est en détention provisoire, dans l'attente de son procès, donc principalement pour piratage informatique présumé. Et ce qui est complètement fou dans la façon dont le Portugal traite Rui Pinto, c'est qu'il le traite comme s'il était un simple hacker présumé. C'est-à-dire comme s'il avait prétendument piraté pour le plaisir de pirater. C'est-à-dire que la justice... Pour obtenir de l'argent Voilà. C'est-à-dire que la justice portugaise, aujourd'hui, refuse absolument de prendre en compte, dans son traitement de Rui Pinto, l'intérêt public de ces révélations. C'est-à-dire que le fait qu'il n'a pas touché un euro, le fait qu'il a donné tous ces documents aux journalistes, le fait que ça a permis de faire rentrer des dizaines de millions d'euros via les procédures judiciaires dans les caisses de plusieurs pays européens, le fait que ça a exposé des dizaines et des dizaines de scandales, c'est plus de 1000 articles, hein, rien que les Football Leaks. Tout ça, la justice portugaise ne veut pas le savoir, et pire encore, la justice portugaise refuse d'exploiter ces données qu'elle a saisies dans son appartement à Budapest, qu'elle a récupéré, qui avait été saisi par la police locale, et refuse aujourd'hui d'ouvrir des enquêtes sur le foot grâce à ces données, alors même que dans ces données, il y a énormément d'informations, à la fois sur le foot, mais aussi sur l'affaire d'Isabel dos Santos, donc les Landual Leaks, qui fait pourtant l'objet d'une procédure judiciaire au Portugal même. Mais les Portugais préfèrent fermer les yeux et dire « Non, monsieur, vous êtes un hacker, vos données, on ne veut même pas les voir, on ne veut même pas les exploiter. » Donc il y a un côté absolument ubuesque dans cette situation. Et comment on l'explique? Comment on peut l'expliquer? Alors, ce que la théorie de Rui Pinto, et dont il faut avouer qu'elle est crédible, c'est que le monde du football a une puissance de feu et une influence énorme au Portugal. C'est le cas dans beaucoup de pays, mais c'est particulièrement vrai au Portugal. Et Rui Pinto nous avait dit dès le départ qu'il pensait que si jamais un jour il était extradé au Portugal, il n'aurait pas droit à un procès équitable à cause de ça, parce que le milieu du foot est trop puissant, trop lié à la classe politique, et que personne au Portugal n'a envie que la justice se penche de trop près sur les magouilles du foot, tout simplement. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une protection juridique du lanceur d'alerte aujourd'hui en Europe, par exemple? Vous évoquiez la loi Sapin 2, mais donc ces lois-là, elles doivent bien servir à quelque chose. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Alors, je pense qu'on est quand même sur deux cas limites. Le cas de Rui Pinto et le cas d'Assange sont deux cas limites. J'aimerais rappeler quand même qu'il y a quand même eu une victoire de la société civile qui est l'adoption en décembre de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte, qui est, contre toute attente, une très bonne directive. Certes, cette directive a un certain nombre de failles, je vais y venir, et notamment cette directive, malheureusement, ne protégerait pas des personnes comme Rui Pinto, ce qui est tout à fait dommageable, et on va y venir. Pourquoi c'est un succès, alors? C'est un succès parce que cette directive, globalement, prévoit une bonne protection du lanceur d'alerte dans une relation de travail. C'est-à-dire que cette directive, d'une part, déjà, cette directive va permettre d'unifier dans 27 pays de l'Union européenne la protection pour les lanceurs d'alerte. Ça veut dire qu'il y a 570 000 citoyens européens
qui vont bénéficier de la même protection. Ça, c'est unique au monde, même aux États-Unis, où il y a 360 millions d'habitants. La loi la plus globale ne couvre, ne couvre à peu près que 60 millions de personnes. La loi qui couvre les lanceurs d'alerte dans le domaine de la fonction publique ne couvre que 60 millions de personnes. Donc là, on a une vraie victoire. On a une victoire qui non seulement pour les Européens, mais qui peut aussi être capitalisée, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des activistes en Amérique latine qui veulent capitaliser cette victoire-là pour faire la même chose en Amérique latine, au vu du poids de l'Union européenne dans les exportations vers l'Amérique latine. Juste un point de droit, cette directive, donc elle doit être transposée dans les lois nationales, c'est ça, si je vous comprends bien. Exactement, cette directive, elle doit être transposée dans un délai de 2 ans, donc en 2021, tous les États de l'Union européenne, alors on était 28, il me semble qu'on est 27 maintenant depuis très peu, donc 27 États vont devoir transposer cette directive d'ici 2 ans. Si les États ne le font pas, n'importe quel justiciable pourra s'en prévaloir. C'est-à-dire que si demain, mettons que je suis citoyen polonais, le gouvernement polonais n'a pas pris les mesures pour mettre en œuvre la directive en droit interne, je peux aller devant un tribunal et obtenir gain de cause sur le fondement de la directive. Donc cette directive, elle va vraiment changer les pratiques dans toute l'Europe. Elle va aussi changer la loi Sapin 2. La directive, notamment, va plus loin que la loi Sapin 2. D'une part, la directive protège les facilitateurs d'alerte, donc c'est-à-dire, ça peut être les ONG, ou les tiers ou les collègues qui aident un lanceur d'alerte dans son processus de lancement d'alerte. Et nous, on constate à la permanence juridique de la maison des lanceurs d'alerte qu'un lanceur d'alerte n'est jamais seul. Il y a toujours des collègues derrière que nous, on connaît, mais que les autorités ou les journalistes ne connaissent pas parce qu'ils ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas tout simplement s'exposer. La loi Sapin 2, juste un détail, elle protège uniquement des lanceurs d'alerte s'ils appartiennent à une organisation et ils dénoncent les abus qui ont été commis à l'intérieur de cette organisation. Est-ce que c'est ça ? Pas tout à fait. On a la chance, entre guillemets, d'avoir en France la seule loi au monde qui protège toute personne physique, qu'elle soit dans une relation de travail ou non. Donc théoriquement, la loi Sapin 2 peut aussi protéger un simple citoyen qui va dénoncer, mettons par exemple un fait de pollution au niveau local. Et ça, c'est à peu près un tiers des cas qu'on reçoit à la permanence de la maison des lanceurs d'alerte. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui s'approprient l'alerte. Donc là-dessus, on a plutôt une définition. On a plutôt la définition la plus favorable au monde en France et la maison des lanceurs d'alerte, on va se battre pour qu'on garde cette définition-là. En revanche, la loi Sapin 2 pêche sur plusieurs points, notamment le fait qu'on exige du lanceur d'alerte qu'il saisisse d'abord son employeur. Alors évidemment, si vous dénoncez un fait, mettons par exemple de harcèlement sexuel sur votre entreprise, qui est le fait d'un cadre moyen, si vous lancez l'alerte auprès des dirigeants de l'entreprise, on peut imaginer que les dirigeants vont faire quelque chose. Si vous êtes Antoine Deltour, que vous êtes au Luxembourg, que vous travaillez pour une Big Four, que vous dénoncez un scandale d'optimisation fiscale, que vous lancez l'alerte auprès de votre employeur, évidemment, l'employeur va vous rire au nez, évidemment, vous allez lui dire « vous faites de la fraude de l'optimisation fiscale ?» Oui, tout à fait. Donc du coup, dans la plupart des cas, demander au lanceur d'alerte de lancer l'alerte auprès de son employeur, c'est un peu le jeter dans la gueule du loup. Et ça, la directive européenne, notamment, c'est une de ces avancées, permettra au lanceur d'alerte soit de saisir son employeur s'il le souhaite, soit de lancer l'alerte directement auprès d'une autorité de régulation. Donc ça, c'est l'un des grands apports de cette directive européenne et nous, on sera très vigilants sur sa transposition. Notamment, ce qu'on cherche à porter à la maison des lanceurs d'alerte, c'est de ne pas avoir une transposition au rabais. Quand un État transpose une directive, il n'est pas obligé de faire un copier-coller de la directive en droit interne. L'État a le droit d'aller plus loin. Et nous, on a beaucoup travaillé, notamment avec le Conseil de l'Europe, avec M. Wasserman, qui était rapporteur d'une résolution très progressiste au Conseil de l'Europe, qui notamment précise que des lanceurs d'alerte comme Rui Pinto, par exemple, qui sont amenés à voler des documents ou à les hacker, pourraient, dans certaines hypothèses, bénéficier d'une protection à partir du moment où ils le font de bonne foi, ce qui est le cas de M. Rui Pinto. Certes, on accuse M. Rui Pinto d'avoir à un certain moment envisagé de vendre des documents, mais on constate que celui-ci ne l'a pas fait, que celui-ci, comme ça a été dit, n'a pas touché un seul centime pour avoir fait ces révélations. Plus largement, nous aussi, notre idée, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le lanceur d'alerte, mais plutôt sur l'alerte. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de maison des lanceurs d'alerte, il y aurait plutôt une maison des alertes. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est de ne pas se focaliser sur les motivations du lanceur d'alerte, de ne pas se focaliser sur la personne, parce que les organisations qui ont intérêt à faire taire l'alerte vont toujours chercher à shoot the messenger, c'est-à-dire à essayer de descendre la personne qui lance l'alerte pour éviter qu'on se penche trop sur les faits à l'origine de l'alerte. Donc nous, on est vraiment dans l'idée que le lanceur d'alerte, qu'il faut se focaliser sur l'alerte et son traitement plutôt que se focaliser sur les motivations du lanceur d'alerte. Alors le salut de Yann, le salut de Rui Pinto pourrait passer par l'Europe.
Alors, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que le problème de Rui Pinto, c'est que c'est pas un lanceur d'alerte dit interne, hein, c'est-à-dire qui travaillait pour une organisation et qui a pris des documents à son employeur. C'est des documents qu'il a obtenus d'une autre manière. Alors après, son procès le dira, hein, on verra si la justice le condamne ou non pour piratage. Il est à ce stade présumé innocent sur ces faits. Mais le problème de cette directive européenne, dites-moi si je me trompe, c'est que justement, ces lanceurs d'alerte dits externes ne sont pas protégés, ce qui veut dire qu'il n'a pas droit à ce filet de protection européenne. Donc ce qui est très probable, c'est que dans l'hypothèse où il serait condamné, il faut quand même rappeler qu'il risque 25 ans de prison, ce qui est quand même fou pour un homme qui a permis de telles révélations, et surtout dans un État, le Portugal, qui est membre de l'Union européenne. C'est-à-dire que, imaginez, s'il prend cette peine maximale, encore une fois, on ne sait pas ce que le procès va donner, ce serait un véritable séisme dans un pays démocratique au cœur de l'Union européenne. Pardon pour cette parenthèse, mais si jamais ce cas extrême se produit, il est très probable que ces avocats tenteront un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, et là, il y aura un débat juridique très intéressant, c'est-à-dire que c'est un combat, le combat de Rui Pinto, qui risque de faire jurisprudence, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, où justement, la justice européenne devra trancher là-dessus, sur cette question, sur si le fait qu'un homme qui n'a pas obtenu les documents de son employeur peut quand même être considéré comme un lanceur d'alerte et être protégé. Alors, vous nous avez dit au début que les cas de Julian Assange, le cas de Rui Pinto sont des cas presque à la fois emblématiques, mais en même temps extrêmement caricaturaux d'une certaine manière, qui ne représentent pas forcément ce que vous traitez au jour le jour. Alors, c'est quoi ces lanceurs d'alerte du quotidien, d'une certaine manière, qui ne sont pas forcément Julian Assange, qui ne sont pas forcément Rui Pinto? C'est quoi? Vous évoquiez des histoires d'environnement? C'est des gens qui vous alertent régulièrement? Comment ça se passe? Alors, à ce stade, d'un point de vue strictement statistique, on a un peu plus de 130 personnes qui nous ont contactés. Dans ces 130 personnes qui nous ont contactés, il y a évidemment des personnes qui sont plus... qui sont peut-être lanceurs d'alerte, mais qui en tout cas ont plutôt des griefs personnels ou sont plutôt ou simplement n'ont pas assez de documents pour pouvoir prouver ce qu'ils avancent. Dans ces 130 personnes, on a à peu près 90 dossiers qu'on juge sérieux, de personnes qu'on accompagne au quotidien. De manière assez surprenante, il y a un peu tous les profils. Nous, on s'attendait plutôt à avoir le profil du salarié qui va dénoncer auprès de son employeur des faits de corruption. C'est un peu le lanceur d'alerte classique. Étonnamment, on a énormément de personnes qui ne sont pas dans une relation d'emploi, donc de personnes qui sont des simples citoyens qui vont dénoncer un marché public truqué, qui vont dénoncer un épisode de pollution. On a aussi été étonné de voir qu'il y avait des lanceurs d'alerte vraiment dans tous les domaines, en tout cas de ce qu'on a reçu. Il y a certes deux dominantes, il y a un tiers des lanceurs d'alerte, disons, qui lancent alerte sur des faits de corruption ou de mauvaise gestion au sens large, mauvaise gestion des marchés publics, faits de corruption, mauvaise gestion au niveau local. On a un tiers de lanceurs d'alerte qui lancent alerte sur des faits, on va dire, de santé et environnement au sens large, pollution, sécurité du médicament, etc. Mais globalement, on trouve des lanceurs d'alerte dans tous les domaines. Alors évidemment, nous, on cherche à créer une culture de l'alerte. Donc pour nous, évidemment, le cas de Julian Assange ou de Rui Pinto, c'est des cas qui sont extrêmement emblématiques. Et pour nous, c'est très important d'avoir des personnes aussi courageuses qui montrent l'exemple, parce qu'en fait, la législation sur le droit d'alerte, elle évolue en permanence, parce qu'il y a des personnes, justement, qui ont des alertes très significatives. Les Football Leaks, c'est une des alertes les plus significatives des 10 dernières années, mais qui n'ont pas une protection. Donc ça permet à la société civile d'avoir en quelque sorte des cas pratiques qui permettent de montrer pourquoi, par exemple, il faut protéger des personnes qui, dans certains cas, volent des documents dans le cas de Rui Pinto. Néanmoins, au quotidien, on essaie de détruire cette idée selon laquelle, pour être un lanceur d'alerte, il faut être un héros. Pour nous, être un lanceur d'alerte, c'est évidemment être dans tous les cas très courageux, mais dans un monde idéal, ou en tout cas dans le modèle de société que nous, on promeut implicitement, toutes les alertes se valent. C'est-à-dire que entre le lanceur d'alerte qui dénonce, on va dire, une fraude modeste au marché public dans sa petite commune et Julian Assange, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence, tout simplement, enfin, il n'y a pas de différence de nature. Il y a vraiment un continuum de l'alerte. C'est dans une société où il y a une culture de l'alerte. Le lanceur d'alerte qui lance l'alerte au niveau local et Julian Assange sont dans le même camp, celui de l'intérêt général contre l'intérêt privé. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Alors, on va poursuivre cette soirée avec un autre plateau. Yann, tu vas rester avec nous parce qu'on va parler des leaks, justement, de ce que c'est que le leaks.
Alors Yann Philippin est resté avec nous. Il a été rejoint par un autre journaliste du pôle enquête de Mediapart, Antoine Rouget. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons le plaisir de recevoir aussi Quentin Lafay. Vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous êtes écrivain et scénariste et l'auteur d'un roman publié chez Gallimard, L'Intrusion. Alors c'est une fiction, mais vous êtes inspiré de ce qui vous est arrivé, l'étalage sur la place publique de vos mails, de données personnelles depuis votre adolescence, je crois. C'est ce qu'on a appelé les Macron Leaks. Mais alors, pour vous, ce n'est pas un leaks. Pourquoi ? C'est pas un leaks parce que personne au sein d'En Marche a joué le rôle de lanceur d'alerte. En revanche, c'est un leaks au sens où tout a été diffusé après sur la place publique. Moi, je fais partie des 5 personnes qui ont été piratées en 2017 et dont les mails, soit privés, soit professionnels, ont été diffusés ensuite 2 jours avant le second tour de l'élection présidentielle qui opposait Le Pen à Macron, le vendredi donc qui précédait le dimanche. Et ce jour-là, j'ai été alerté sur Twitter par toute une série de personnes anonymes que l'ensemble de mes emails privés, pour ma part, avaient été diffusés sur la toile et qu'ils étaient désormais accessibles à tout un chacun par une simple recherche Google. Donc vous le racontez dans ce livre, vous racontez le choc que c'est de tout d'un coup de voir toute sa vie privée, d'une certaine manière. Enfin, cette intimité, vous racontez que notre vie est faite aussi d'intimité, de secrets. Et pourtant, vous avez publié une tribune dans Le Monde. Alors, je pense que le titre, je ne sais pas si le titre est bon, parce que... Alors, le titre, c'est « Victime de Wikileaks, je soutiens Julian Assange ». Alors, vous n'avez pas été stricto sensu victime de Wikileaks. C'est-à-dire que ce n'est pas Wikileaks, pour être bien précis, ce n'est pas Wikileaks qui a diffusé ces Macron Leaks. Wikileaks les a repris ensuite. C'est bien ça ? D'une certaine manière, ils les ont diffusés. C'est-à-dire que j'ai été piraté, et ça, c'est les enquêtes du Monde qui l'ont démontré par la suite. On a été piraté collectivement par les renseignements russes, par le renseignement russe, qui ont, 2 jours avant l'élection, qui ont tout diffusé sur Internet, qui ont diffusé les emails de ces 5 personnes, dont moi. Et puis, dans un second temps, l'été qui a suivi, je crois que c'était à la fin du mois de juin, au début du mois d'août, Wikileaks a mis sur sa plateforme l'ensemble de ces emails. Et donc, d'une certaine manière, ils ont participé à les rediffuser une nouvelle fois et surtout à faciliter leur recherche, puisqu'il suffisait désormais de taper un mot-clé pour aller directement aux mails qui pouvaient nous intéresser. Donc, finalement, pour faire des recherches dans ma propre intimité, c'était quand même beaucoup plus simple après la diffusion émise par Wikileaks. Alors, dans votre texte, vous rappelez malgré tout ce que nous devons à Wikileaks, malgré ce qui vous est arrivé. Donc, si je vous comprends bien, à titre individuel, vous vous sentez une victime, mais en tant que citoyen, vous êtes persuadé, en tout cas convaincu, que Wikileaks est important. J'ai simplement distingué ce qui m'est arrivé sur le plan personnel, qui a été très compliqué à gérer, notamment la gestion de mon intimité, très compliquée aussi pour mes proches, puisqu'ont été diffusés sur Internet les emails que m'avaient envoyés mes parents, ma famille, des amis, ma petite copine de l'époque, etc. Donc ça a été compliqué à gérer sur le plan personnel. Il n'empêche que sur le plan public, moi ce que j'ai envie de défendre et ce qui importe aujourd'hui, c'est ce procès qui a débuté lundi dernier et qui est le procès de Julian Assange, c'est-à-dire le procès d'un homme. Mais je comprends aussi que l'opinion publique et certains internautes puissent tenir à distance cet homme parce qu'il y a beaucoup de rumeurs infondées qui ont couru sur lui. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, c'est moins son procès à lui qui compte qu'une certaine vision de l'information, de l'accès au savoir et du journalisme qui est à défendre aujourd'hui et qu'on a à défendre collectivement. Alors, vous avez suivi Emmanuel Macron, vous étiez proche de lui, vous avez été son conseiller, vous l'avez soutenu pour qu'il soit président de la République. Aujourd'hui, le nouvel avocat de Julian Assange en France fait appel à Emmanuel Macron et lui dit il faut que la France accorde l'asile politique à Julian Assange. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que Emmanuel Macron, le président d'aujourd'hui, est capable d'accomplir ce geste ? Ça, je ne me prononcerai pas parce que c'est pas forcément que j'ai un avis à cacher, mais c'est que j'ai pas d'avis. Maintenant, je suis trop loin de tout ça pour le dire avec certitude. Moi, je pense que ce serait nécessaire, je pense que ce serait un geste important. Surtout, je pense que ce serait un geste qui correspondrait à ce que, pas tant la France d'ailleurs, mais ce qu'au niveau européen, on a à défendre comme vision de l'information. Moi, je pense que le vrai mot, la question, c'est pas d'extrader Julian Assange aux États-Unis.
en vérité, c'est est-ce qu'on le livre aux États-Unis? C'est ça la question qu'on doit se poser collectivement aujourd'hui. Est-ce qu'un État, en l'occurrence, est-ce que la première puissance mondiale a le droit de commettre des crimes? Et est-ce que c'est légitime de criminaliser la personne qui les a révélés? Est-ce qu'on veut participer à ça? Et est-ce que ce ne serait pas finalement notre honneur, mais aussi la défense de nos valeurs, que d'accueillir Julian Assange en France? Ça me paraît en fait une absolue évidence. Quand vous avez été victime de ce vol de données, cette diffusion de données personnelles, est-ce que du côté d'Emmanuel Macron, il y a eu... Comment il a réagi? Est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il vous a soutenu après? Alors, pas directement, parce que c'était un moment très particulier. On était dans la période où il accédait au pouvoir, il entrait à l'Élysée, donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Et donc, dans ce moment important pour lui, mon intimité n'a pas pesé lourd dans la balance, et je le comprends et c'est normal. Ce qui, moi, m'a plus marqué, c'est que, ex post, c'est-à-dire après l'élection, j'ai jamais reçu un coup de fil d'aucun service de l'État, ni de l'ANSSI. J'ai jamais des personnes qui m'ont accompagné sur le plan technique, qui, ne serait-ce que pour aller voir si mon ordinateur était encore infiltré par un tiers. Donc j'ai jamais été ni accompagné sur le plan psychologique, ni suivi sur le plan technique, ni même interrogé après par quiconque. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe encore aujourd'hui, parce que pour se défendre et se protéger, je pense que ça aurait pu servir. D'ailleurs, moi, je me souviens que quelques mois après l'élection présidentielle, j'ai réalisé que la boîte mail ma boîte mail d'étudiant, qui était synchronisée à ma boîte mail personnelle, était encore infiltrée par des gens et qui s'en servaient pour envoyer des mails de manière synchronisée avec ma boîte personnelle. Et à l'époque, j'étais quand même conseiller à l'Élysée et personne ne m'avait jamais suivi, personne ne m'avait jamais aidé. C'est quand même un peu étonnant. Donc je ne sais pas si c'est un problème de prise de conscience, si c'est une naïveté, mais en tout cas un petit dysfonctionnement dont j'espère qu'il sera, pour les prochains qui me suivront, seront un peu mieux suivis. En face de vous, donc vous avez des journalistes qui travaillent au pôle enquête et donc qui utilisent des leaks en fait. Souvent les leaks sont la matière première de leur travail. Comment vous voyez, vous, ces journalistes qui utilisent des leaks? Est-ce que vous les voyez aussi un rôle encore plus utile que les lanceurs d'alerte? Enfin, c'est quoi? C'est un écosystème pour vous? Enfin, dans votre défense, par exemple, de Julian Assange, de Wikileaks, comment vous les voyez, ces journalistes? Ça, je l'ai vécu très personnellement. J'ai échangé, par exemple, plusieurs fois avec Anton qui m'interrogeait sur des éléments des Macron Leaks qu'il avait pu trouver. Moi, j'ai toujours apprécié, c'est pas le cas du tout de tous les journalistes, mais j'ai apprécié que certains journalistes soient très très mal à l'aise avec le fait qu'une partie de mon intimité avait été dévoilée. J'ai apprécié le fait que certains fassent le tri entre ce qui était d'intérêt général et ce qui n'avait aucun intérêt pour personne, si ce n'est mon cercle privé. Et ce filtre-là, ce filtre journalistique, il est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour traiter l'information, la hiérarchiser, mais surtout l'inscrire dans un contexte d'intérêt public. Antion, donc tu vois, tu as travaillé sur les Macron Leaks. Pardon, Antion, pas Anton. Antion, voilà. Excuse-moi. Pays basque. Toi, tu as travaillé sur les Macron Leaks. Quand on reçoit, en tout cas, quand on doit travailler sur un matériel pareil, c'est quoi les premiers réflexes? C'est les choses à faire, les choses à ne pas faire? Qu'est-ce qui se joue par rapport à ça? Mais je crois que dans les Macron Leaks, il y avait une dimension effectivement de malaise initial qu'on n'a pas sur les autres leaks, qui était en fait le fait que la base de données était déjà en ligne. Et effectivement, moi j'ai rencontré en fait Quentin de manière virtuelle, à travers toute son intimité, alors que je ne le connaissais pas avant. Et moi j'ai eu un réflexe qui était de me dire, toutes ces données sont déjà en ligne, elles ont été balancées dans le cadre d'un règlement de compte politique, on ne sait pas pourquoi, par qui, etc. Et par des gens qui s'en fichaient totalement de tous les dégâts collatéraux que ça pouvait générer autour. Évidemment, nous on reçoit des leaks, parfois très gros comme les Football Leaks, des fois des petites bases de données. Dans beaucoup d'enquêtes, on reçoit des boîtes mail, des photographies, enfin plein de choses qui sont des fois, y compris d'ordre privé. Et nous, notre responsabilité, c'est de faire le tri. C'est-à-dire de pouvoir, à un moment dans nos enquêtes, avoir accès à des éléments et de
en responsabilité, y compris collectivement, de décider si ces informations sont d'intérêt général ou pas. Là, on était piégés parce que la base de données était en ligne. On était à 2 jours du second tour de l'élection présidentielle. Il y avait une quantité de données assez importante, plus de 20 000 mails provenant de 5 boîtes mail différentes. On se disait qu'il y avait potentiellement des choses très intéressantes, mais qu'on ne savait pas qui avait usé de ces méthodes pour déstabiliser l'élection. Donc, il fallait, notre réflexe a été et ça a été assez particulier parce que d'habitude, on a le temps d'anticiper en amont. C'est-à-dire que les Football Leagues, on les organise collectivement, on dit on cherche là, etc. Là, il a fallu réagir. D'un côté, pour essayer de comprendre ce qui se passait, donc d'enquêter sur les personnes qui avaient hacké la campagne et qui avaient essayé finalement de faire basculer le second tour de l'élection présidentielle sur une diffusion de données, y compris personnelles, et en même temps de travailler sur le potentiel de ces données en termes d'information générale et d'intérêt général. Et donc là, la démarche, ça a été d'indexer ces données. On a un outil interne qu'on a pu développer grâce au Football League et à notre partenariat avec d'autres journaux européens. Donc avant que les données soient dans un moteur de recherche de Wikileaks qui a été mis en place à l'été suivant, mais dès le départ, nous, on a récupéré les données, on les a mis sur un serveur interne dans lequel on peut faire nos propres recherches, une forme de moteur de recherche de Mediapart. Et donc, on a remonté un par un les mails de manière à identifier ce qui pouvait relever de l'intérêt général. Et c'est là où j'ai eu assez rapidement un sentiment d'identification avec ce qu'il pouvait vivre, parce que évidemment, je me suis rendu compte que sur sa boîte Gmail, il y avait très peu d'éléments d'intérêt général et beaucoup de choses relevant de l'intime qui ne nous regardaient pas et qui regardaient encore moins le citoyen et qui n'avaient rien à faire sur la place publique. La question qu'on peut se poser, alors là c'est vraiment une question presque personnelle et intime, mais c'est quand on travaille sur un leak, il peut y avoir, donc il y a un lanceur d'alerte. Donc, en l'occurrence, par exemple, Yann, toi tu as travaillé avec Rui Pinto, qui est le lanceur d'alerte. Est-ce que le lanceur d'alerte, parce que ça c'était un grand souci de Julian Assange quand il lance Wikileaks, c'est de faire en sorte que les lanceurs d'alerte, ceux qui lui donnent l'information, qui lui donnent les documents, restent dans l'ombre, restent anonymes. Et là, pourquoi tout d'un coup, par exemple, lui, il décide de sortir de l'anonymat en fait? Pourquoi à un moment donné, un lanceur d'alerte sort de l'anonymat, sort de l'ombre? Alors avant, je suis désolé, je vais rebondir sur ce qu'a dit Astion, mais il y a quelque chose de très important que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas confondre les leaks sauvages, comme celui dont vous avez été victime, et les leaks qui sont traités par les journalistes. C'est-à-dire que nous, on a 2 boussoles. La première, c'est l'intérêt public, et la deuxième, c'est la protection de la vie privée. Je voudrais vous donner une anecdote, c'est que quand on travaille sur les gros leaks, par exemple sur les Football Leaks, chaque journaliste qui a accès aux données individuellement au sein du consortium EIC, on lui fait signer un contrat avec des engagements. Et dans ce contrat, le journaliste promet de ne divulguer aucune donnée personnelle, que ce soit des santé, des numéros de carte bleue, des informations intimes qui ne sont pas d'intérêt public. Donc on le pose même par contrat. Chaque journaliste s'oblige à faire ça. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre les leaks qui sont traités en amont par les journalistes pendant plusieurs mois. Ça a été 2 fois 7 mois pour les Football Leaks. Et ces leaks sauvages et pirates dont vous avez été victime. Pour Rui Pinto, pardon, pour répondre à ta question, en fait, disons qu'il n'a pas vraiment choisi de sortir de l'anonymat. Ce qu'il a fait, c'est que peu avant son arrestation, alors déjà, moi, je n'ai pas travaillé avec lui. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec un journaliste du Spiegel qui s'appelle Raphaël Bushman, à qui il a donné les données et qui, pendant 3 ans, a été le seul parmi les 60 journalistes qui ont bossé sur les leaks à connaître son identité. Donc moi, je ne savais pas qui c'est. Je ne l'ai su qu'à partir du moment où il a été arrêté. Et en fait, au bout d'un moment, Rui Pinto, après 2 saisons en fait, des Football Leaks, il a décidé d'aller plus loin, de dire j'ai alerté les médias, j'ai lancé l'alerte, mais il faut aussi que ça ait des conséquences plus concrètes, c'est-à-dire qu'il y ait des enquêtes judiciaires, que les gens que je dénonce soient punis et soient punis proprement par la justice, et donc il faut que je coopère avec les autorités judiciaires. Et 1 mois avant son arrestation, en fait, il avait candidaté en France auprès du parquet national financier au programme de protection des témoins. Il a d'ailleurs commencé à remettre une partie des documents aux magistrats du PNF, et malheureusement, cette coopération n'a pas pu aller au bout,
parce que un mois plus tard, il était arrêté à Budapest et par la suite extradé au Portugal. Donc il y a une vraie démarche chez Rui Pinto, qui est que, ça c'est vraiment très intéressant de voir sa démarche, c'est qu'au départ, il crée un site qui s'appelle Football Leaks, d'ailleurs qui est toujours en ligne aujourd'hui, et il a commencé à diffuser des documents isolés, sans rien, sans contexte, sans explication, que n'importe qui pouvait télécharger. Ça a commencé à faire du buzz, et ensuite il s'est dit, bon bah non, en fait ça c'est pas la bonne méthode, il faut que des journalistes se penchent là-dessus pour raconter des histoires, pour faire émerger les données de la vérité dans la masse de ces données, parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, il a donné les données au Spiegel et au consortium OIC dont on fait partie. Et ensuite, il est allé jusqu'au bout de sa démarche en disant il doit y avoir un autre stade qui est le stade judiciaire. Il faut que les policiers, les magistrats puissent aussi utiliser ces données. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire juste avant d'être arrêté. D'accord. Alors, Quentin l'a fait. Ce qui frappe en ce moment aussi, et vous avez publié un texte pour appeler à la libération de Julian Assange, en tout cas au refus de son extradition, ce qui frappe d'une certaine manière aussi, c'est quand même une certaine mollesse, un manque de mobilisation dans un certain nombre de secteurs, que ce soit les secteurs, et en particulier les secteurs politiques, sur cette question-là. Alors, comment vous l'expliquez, vous ? Comment vous expliquez que les politiques ne se mobilisent pas plus pour la défense des lanceurs d'alerte, qui en fait c'est la défense de la démocratie, d'une presse libre? Je pense que tout votre live le démontre. En fait, il y a dans ces sujets-là, il y a quelque chose d'extrêmement complexe, qui est l'intrication. Dans les Football Leaks, c'est évident. Dans les Macron Leaks, ce n'est que ça, même chimiquement pur. Dans le cas de Julian Assange, c'est aussi absolument évident. C'est l'intrication entre le politique et tous les autres secteurs de la société. Le responsable politique classique, le lanceur d'alerte, c'est pas une personne qu'il a envie de défendre par construction, c'est quelqu'un qui risque de révéler quelque chose qui le concerne. Et donc, c'est pas un défaut d'information. Je pense que les responsables politiques sont assez sensibilisés au sujet, et ce, depuis pas mal d'années. Moi, je l'ai vu, en tout cas, quand je travaillais au cabinet du ministre de l'économie, c'était un sujet dont on discutait, c'était des sujets qu'on évoquait. Donc, ce n'est pas un problème d'information, je pense que simplement... Mais vous en parliez comment? C'est-à-dire d'un point de vue vu comme une menace ou vu comme un intérêt public où il fallait imaginer des lois pour les défendre? À l'époque, c'était un arbitrage difficile mais c'était un arbitrage très économiciste entre deux intérêts à défendre, des intérêts industriels à protéger et la situation évidente des lanceurs d'alerte. Le droit à l'information. À l'époque, moi, quand j'y étais, c'était exactement ce sujet-là qui était en première ligne. Et donc, en réalité, je pense que c'est un problème. En fait, c'est une crainte, sans doute, et puis une culture différente aussi de l'alerte. C'est-à-dire vous avez une culture en France Je pense que souvent, l'alerte est confondue avec la délation. C'est-à-dire que on mélange ce qui est d'intérêt public d'une part et ce qui est d'ordre privé ou revanchard d'autre part. Et d'ailleurs, l'actualité politique le montre très très bien. Les révélations qui ont été commises la semaine dernière ne sont pas du tout d'intérêt général et sont d'abord de l'ordre de la délation et fondées sur un esprit revanchard. Oui. Donc je pense que le responsable politique est très très mal à l'aise avec ces questions. Antione et Yann, donc vous travaillez sur des leaks. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une tension entre ce qui est un travail d'un journaliste et puis la volonté d'un lanceur d'alerte de faire en sorte que ce soit dévoilé sur la place publique, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une tension qui va se forger entre celui qui veut donner alerte, qui a envie de tout étaler, et puis votre métier, qui est de vérifier, qui est de filtrer d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une tension? Je crois que c'est aussi dans la définition du cadre de travail dès le départ, en fait, et que ça ne concerne pas simplement les fuites de données ou les leaks, en fait, mais dans n'importe quelle alerte qu'on reçoit à Mediapart. Évidemment, on juge d'abord de la pertinence, on cherche à authentifier, etc. Mais aussi, on s'inscrit dans une relation avec la source, avec le lanceur d'alerte, très claire dès le départ. C'est-à-dire que l'actualité sur les vidéos de Benjamin Griveaux l'a bien montré. C'est que l'activiste russe qui a revendiqué la diffusion de ces vidéos, avant de le faire sur un site internet, il est venu à Mediapart pour les proposer.
et la réponse de Mediapart. Et je pense que collectivement, évidemment, on porte vraiment tous ce discours-là, a été immédiate de dire on ne voit pas, en fait, c'est pas un sujet pour nous. Il n'y a pas de sujet à travers ces vidéos-là. Donc on n'en veut pas. Donc il a été obligé de passer par une plateforme qu'il avait préalablement créée pour diffuser ces vidéos. Donc nous, je pense qu'on a un fil à plomb collectif qui est extrêmement tendu et clair là-dessus et qui ne dérive pas. Ce qui ne peut pas empêcher que dans la relation avec la source, on fasse cheminer aussi une source vers ce qu'est le journalisme et ce qu'est l'intérêt général. Parce que je pense qu'il est important aussi de dire qu'il n'y a pas un profil de lanceur d'alerte absolument parfait derrière chaque histoire, mais qu'il y a aussi parfois des gens avec des intentions plus ou moins louables, etc., et certains ont une relation plus distante avec le journalisme. Et là, ça nous appartient à nous de mettre en place un cadre de discussion extrêmement ferme et sérieux sur ce que nous, on est prêt à faire et comment on va traiter les données. En fait, on doit faire beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire que quand une source nous contacte, un lanceur d'alerte, on doit lui expliquer ce qu'est notre métier, quelles sont les cases, ce qu'on a le droit de publier, ce qu'on a le droit de publier, que parfois c'est pas parce qu'on sait quelque chose ou parce que la source le sait qu'on peut le publier si on n'arrive pas à le vérifier. On doit lui expliquer aussi le principe du contradictoire, c'est-à-dire que ces infos, elles seront passées au tamis des personnes qui seront accusées, qui devront pouvoir répondre, etc., etc. Que l'enquête, ça peut s'interrompre à tout moment, et c'est pas parce qu'on prend un dossier, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'on accepte de l'étudier et de commencer à travailler dessus, que ça va forcément aboutir, parce qu'il y a des contraintes. Et ça, c'est vrai que pour des sources, des lanceurs d'alerte qui sont pas journalistes, c'est pas évident du tout. Et donc, c'est vraiment à nous de leur expliquer tout ça et de cheminer avec eux. Oui, en réaction à ce que vous dites, moi, je pense que c'est une culture, vous m'interrogez tout à l'heure sur les responsables politiques, je pense que c'est une culture qui est aussi à diffuser dans la sphère journalistique française. Moi, quand j'ai été victime de ce leak sauvage, j'ai observé sur les réseaux sociaux des journalistes avec carte de presse qui diffusaient des éléments de ma vie privée à travers des captures d'écran, donc dès le lendemain du hacking, dès le samedi après-midi, et qui utilisaient ces captures d'écran pour les commenter, en faire l'exégèse. Donc c'est des médias assez mainstream, je veux dire. Donc il y a aussi cette culture-là qu'il faut diffuser, mais bien au-delà, en réalité, des responsables politiques. Je pense qu'il y a même une prise de conscience à avoir dans le monde journalistique en général. Merci à vous trois. On va poursuivre la dernière partie avec la dernière partie, le dernier plateau. C'est Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui va me rejoindre. Et merci à vous. Merci. We journalists around the globe express our grave concern for Julian Assange's detention in a high-security British prison. And for the unprecedented espionage charges he faces in the United States. If he is extradited to the US, he could receive a sentence of 175 years in prison. This is the first time a publisher is being prosecuted for disclosing classified information. This is why I am speaking up in defense of Julian Assange, now at this dangerous time. He's being prosecuted for the crime of revealing war crimes. It is a terrible miscarriage of justice. And as the President threatens our journalist colleagues working all around the globe. Without WikiLeaks, we wouldn't know about the evidence of war crimes in Iraq and Afghanistan, NSA spying on world leaders and UN representatives, abuse and torture at Guantanamo and other sites, and much more. Publishing classified information in the public interest is an essential part of journalism. If the US government can extradite Assange for this, it will clear the way for governments to criminalize any of us, anywhere in the world. Who will be next? Journalists and publishers should be able to shed light on government wrongdoing without the fear of being jailed. We, journalists of many countries, demand that Assange be released immediately from prison. That the UK government and judiciary refuse to permit a politically motivated extradition. And that the US government drop the charges of espionage. What happens to Julian Assange could happen to all of us. Alors Edoui, nous avons vu avec nos différents invités l'importance de ces lanceurs d'alerte. Au-delà des personnalités qui peuvent, par exemple, comme avec Julian Assange, générer beaucoup de réticence et de résistance, il s'agit d'une question de principe,
celle du droit de savoir. Dans ce domaine, la France semble avoir du mal. Tu viens de publier ce livre, le livre qui s'appelle La sauvegarde du peuple. Et c'est une enquête qui remonte à la Révolution française, mais en même temps, elle nous parle d'aujourd'hui et elle nous parle aussi des lanceurs d'alerte. Alors, moi, j'aimerais te lancer pour cette dernière partie sur cette question, celle qu'on a évoquée avec Quentin Lafayette, celle du retard français, en fait, cette mollesse dans la défense de Julian Assange. Comment tu l'expliques ? Je pense par un amour insuffisant de la liberté. Et ce livre, là, qui sera bientôt en librairie, c'est une façon de rappeler qu'on a étouffé, puisque c'est à partir d'une phrase, la radicalité démocratique, ce que j'appellerais un modérantisme radical, un libéralisme politique, qui disait, c'est une proclamation du 13 août 1789, la publicité et la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est fait au nom du peuple, tout ce qui concerne le peuple, tout ce qui détermine son futur doit être public. Les assemblées doivent être publiques, les délibérations doivent être publiques, les débats et les documents doivent être publics. C'est important de rappeler la date. Quand cette proclamation est faite, il n'y a pas le droit de vote. Et il mettra beaucoup de temps à être universel, puisqu'il sera d'abord censitaire, et puis après, il sera d'abord masculin, et les femmes l'auront bien tard. Donc, ça veut bien dire que ce droit fondamental de savoir, tout ce qui est d'intérêt public, il est antérieur. Pour conquérir le droit de vote, pour le défendre, pour protéger tout ce qui nous permet de contrôler des représentants, d'avoir des élus, il faut ce droit de savoir. Autrement, on est des aveugles. Et du coup, on sera prisonnier des mensonges, des idéologies, des fake news, des vérités alternatives de M. Trump, de Bolsonaro et de plein d'autres, car il y en a en France. Donc voilà, je crois nous avons en France un problème de ce point de vue qui est très lié, je crois, pour moi, à notre culture monarchique, à notre culture bonapartiste. Napoléon qui est un des pires assassins de la liberté de la presse, à notre culture présidentielle aujourd'hui, où il y a ce sentiment, on le voit bien avec la présidence Macron, qu'être élu, c'est détenir la vérité. Et il n'y a pas cette pédagogie très mendésiste, pour rappeler qu'il y a d'autres figures républicaines, Mendès France, qui expliquaient comment la démocratie, c'était un code moral, c'était une complexité, c'est des pouvoirs, des contre-pouvoirs. C'est la capacité à entendre ce qui dérange, à recevoir des informations qui dérangent. Et c'est ça la liberté de la presse. Elle est là, elle n'est pas pour caresser, elle est pour dire ce que tout le monde n'a pas envie d'entendre. Et pour terminer sur la réponse française, après on reviendra sur l'enjeu quand même de ce qui se passe, et tout ce live montre combien on est pessimiste actuellement. Le fondateur, celui qui est pris comme le père du journalisme français, d'ailleurs c'est ce qui est marqué sur sa pierre tombale, Théophraste Renaudot, la Gazette sous Louis XIII, où est-ce qu'il est enterré ? Il est enterré à Paris, dans une église assez branchée, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est l'ancienne église des rois de France, avant qu'il y ait Versailles, quand ils étaient au Louvre. Et il est dans la travée centrale. C'est-à-dire, quand on va là où les rois, jusqu'au jeune Louis XIV, priaient, on tombe sur quoi ? On marche sur quoi ? Sur la tombe du père du journalisme français. C'est quand même symbolique. Il n'est pas dans une fosse commune, il n'est pas avec le tout venant, il est là avec la puissance. Et sans du tout insulter ce qu'il fut, car ce fut aussi un grand journaliste et un grand patron de presse, mais Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, va être enterré avec le président de la République, dans la cour des Invalides, étant grand croix de la Légion d'honneur. Bon, voilà, ce journalisme un peu officiel et face auquel Mediapart essaye de faire vivre cet autre journalisme, ce journaliste qui rend compte d'abord au public. Hein. Et je crois que la profession le sait. Et ce que on a entendu tout à l'heure, tous ces journalistes par rapport à Assange comprennent ça. Parce que je voudrais dire autre chose par rapport à tout ce débat de ce soir. Les journalistes et les lanceurs d'alerte n'ont pas à être des saints. Ils rendent compte, comme les questions que tu as posées, qui a été dit de comment ils travaillent. Mais ils n'ont pas à être des saints. En revanche, les démocraties ont le devoir d'être saines. Et être saine, c'est accepter. Et là,
ces révélations, ces informations. Et là, quand même, il y a quelque chose de très, très grave. C'est pour ça qu'on proteste sur cette indifférence. Et je trouve que les éditoriaux, ou l'absence d'éditoriaux de la presse est assez sidérant, alors que quand même toutes les organisations internationales se mobilisent. Quel est l'enjeu du procès Assange? Comme celui de Rui Pinto qui aura lieu cette même année. On dit espion et hacker. On dit donc vous avez obtenu des informations illégalement. Vous n'êtes pas des journalistes, vous n'avez pas aidé des journalistes, vous êtes des criminels. On criminalise ce travail d'information. Ils n'ont pas monnayé d'informations, ils n'ont pas fait de chantage, ils n'ont pas essayé de s'enrichir avec tout ça. Et toutes les informations publiées par Wikileaks ou par Rui Pinto sont d'intérêt public. Notre travail, y compris nous, Mediapart, si Assange est condamné, extradé et condamné aux États-Unis, si Rui Pinto est condamné, par contamination, c'est nous qui allons être concernés. Nous, Mediapart, il y a 8 procès à venir d'ici l'été. Mediapart, c'est normal, on rencontre. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, bien sûr, ce document sur les ventes d'armes françaises était secret défense. Oui, ça vient d'un secret d'une enquête. Oui, ça vient d'un secret des affaires. Oui, ça vient même parfois d'un secret de l'intimité. Mais nous avons fait le tri. Et ce que nous publions ne porte pas atteinte au business d'une entreprise, ne porte pas atteinte aux intérêts des soldats français, ne porte pas atteinte à l'intimité de quelqu'un. Non, c'est d'intérêt public. Peu importe l'origine, si c'est d'intérêt public, ce droit l'emporte. C'est une bataille de droit. Et nous l'avons menée à Mediapart, y compris, puisque l'allusion a été faite sur l'intimité de la vie privée, dans une affaire importante qui est l'affaire Bettencourt, qui a été l'affaire qui... C'était l'intimité de la vie privée. Le majordome, il avait mis un petit enregistreur sur des conversations de 21 heures, de conversations d'une riche dame avec son entourage. Bon, ni le majordome, ni nous-mêmes n'avons été condamnés, on a été relaxés. Pourquoi? Parce que lui-même ne l'a pas fait pour faire pression, il a dit pour dénoncer des délits. Elle était escroquée, cette dame. On abusait de sa faiblesse. Donc, je révèle ça. Je perds mon emploi, je perds ça, mais je révèle, je suis le lanceur d'alerte. Hein, il a fait ça, bonne foi, c'est son nom, le majordome. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris ce qui était d'intérêt, qui était privé. Tout le monde a pris tout ce qui était d'intérêt public. Donc, c'est ce mécanisme qui est dans toutes les conventions internationales, dans la législation de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en jeu. Si on dit qu'Assange est un espion, si on dit que Rui Pinto est un hacker, ça tombe. Et ça tombera sur nous demain. J'ai été un peu long, je suis désolé. Non, mais moi, ce qui m'a frappé dans ces dernières semaines, c'est à un moment donné, tu es en Belgique. Oui. Tu as participé à un rassemblement en faveur de toutes les universités, à l'académie, l'équivalent de l'Académie française, voilà. Près du Palais Royal. Et donc, il y avait, alors, juste, on va continuer le fil de la discussion, mais dans ce rassemblement, il y avait le beau-père de Julian Assange, et j'aimerais bien qu'on l'écoute, puisqu'il a fait une vidéo pour la réunion publique qui a été organisée. C'est son père biologique qui ne l'a pas élevé, mais... Écoutons-le. As the father of a child that suffered 9 years of persecution, I speak to you directly, those that have children and those that have loved ones, that this is a crime against the sensibilities of all the people of the United Kingdom and Europe. The oppression of journalists, the oppression of publications, the oppression of publishers is complete if Julian is extradited to the United States. The intent of the destruction of Julian is to oppress the conversation between the peoples within Europe and the peoples within the countries of Europe. The cost of Julian to the extradition to the United States will be his death. The cost of his extradition to the United States to the people of Europe will be the death of fair, mutual conversation. Alors, on entend souvent, en ce moment, et notamment après l'affaire Griveaux, des voix qui s'élèvent et qui disent « Attention, il y a une dictature de la transparence ». Et alors, est-ce qu'il y a vraiment
Une dictature de la transparence. Est-ce que nous, journalistes, on est des dictateurs de la transparence? D'abord, c'est intéressant parce que quand tu as commencé, tu as parlé du droit de savoir. Nous n'utilisons pas à Mediapart le mot transparence. Nous ne nous revendiquons pas de la transparence. C'est un mot piège. Et c'est un mot piège parce que justement, il veut dire vous voulez tout savoir. D'ailleurs, c'est intéressant, quand il y a eu le début de la fin de l'Union soviétique, d'un système totalitaire, glasnost et perestroïka. Perestroïka, c'était la réorganisation sur Gorbatchev. Et l'autre mot, glasnost, a été traduit en transparence. Or, quand tu travailles sur ce mot, en fait, son vrai sens en russe, c'est publicité. C'est pas transparence. Rendre public, on en revient, la publicité et la sauvegarde du peuple, on en revient aux propos du premier maire de Paris, premier président du tiers-État et de l'Assemblée nationale, rendre public ce qui est d'intérêt public. Donc nous sommes de ce côté-là. Le mot transparence est un piège qui nous est tendu. Et en fait, c'est un alibi de ceux qui veulent étendre le domaine du secret. Parce que les mêmes qui nous parlent de transparence, c'est ceux qui mettent des caméras de surveillance partout et qui veulent faire de la reconnaissance faciale. Ils veulent tout savoir sur nous, mais ils ne veulent pas que l'on sache sur eux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est, de manière très, très digne, le père de Julian Assange le dit très bien. Pourquoi Julian Assange est si détesté et on veut en faire un symbole, un martyr, symbole, sa persécution a commencé depuis une décennie maintenant. Parce qu'il a eu une intuition géniale. Et je crois que quels que soient les débats, et après tout le pluralisme, Wikileaks, on est d'accord, on n'est pas d'accord, le pluralisme des médias, voilà, il fait partie des droits démocratiques. Mais il a été le premier jeune hacker, il assume, en Australie, à comprendre quelque chose. Dans ce monde globalisé, où les puissances sont interconnectées, où les peuples se disent « mais comment je peux faire bouger la finance mondiale, comment je peux faire bouger face à la puissance américaine ?» Lui qui est profondément pacifique, il a compris qu'avec la révolution digitale ou numérique, il y avait une arme nouvelle pour l'accès aux informations, qui est un peu comme dans les contes, hein, le fou du roi ou le jeune qui dit « le roi est nu ». Il a dit, on va les bombarder d'informations, on va les dévoiler. Et c'est ce qu'il a fait avec Wikileaks. Il ne faut jamais oublier que, certes, il y a Collateral Murder, la vidéo, mais il y a surtout les Cablegate, qui va être une mèche qui va allumer les révolutions autour de la Méditerranée. Quand le peuple tunisien lit dans les câbles que la puissance américaine sait ce qu'est la corruption de la présidence Ben Ali et du clan Trabelsi, ils se disent, mais attendez, ceux qui protègent cela le savent tout autant que nous. Alors pourquoi on ne doit pas être passif, on doit être courageux. Ça a donné du courage aux gens. L'information libère, l'éducation libère, le savoir libère. Et donc, fondamentalement, c'est ça. Et actuellement, l'enjeu symbolique de la persécution d'Assange, c'est de faire reculer ça. C'est de faire reculer cette possibilité que nous avons aujourd'hui, en le faisant de manière rigoureuse, sérieuse, d'avoir des informations que nous ne pouvions pas avoir avant et qui nous permettent, du coup, d'éclairer le peuple. Il y a un exemple, il y a eu une conversation, il y a eu un prédécesseur des lanceurs d'alerte très connu aux États-Unis, qui est Daniel Ellsberg, qui était l'homme de Pentagon Papers, qui était dans le monde du secret. Il commet une illégalité, hein, il photocopie des documents qui étaient classés secrets. Il l'assume, la Cour suprême va lui donner raison et va donner raison à ceux qui ont publié, le New York Times et le Washington Post. Et en fait, il révèle la face cachée de 30 ans de guerre américaine. Et le peuple américain est déniaisé par ça. Dans cette conversation, qui est une conversation à Moscou avec Snowden, Arundhati Roy, une activiste altermondialiste indienne, et lui, il raconte une histoire. C'est dans un film, et puis c'est reparti dans un livre. Il était dans le monde du secret, comme Snowden était un patriote, comme Chelsea Manning. Il ne faut pas oublier, elle est en prison, elle aussi. Elle a été mise nue, elle a été... il faut se dire que depuis 10 ans, il y a des gens qui sont persécutés
hein, pour ça, eh bien, et qui sont des patriotes. Ce n'est pas des révoltés, ce n'est pas des radicaux. Peut-être que Assange est un libertaire, mais eux, ils voient des choses faites au nom de leur patrie qui les choquent. Et c'est ce qui les amène, comme beaucoup des sources. Beaucoup de sources qui viennent nous voir, ils ne sont pas immus idéologiquement. Au contraire, ils disent « mais je ne comprends pas qu'on fasse ça au nom de mon pays ou au nom de mon parti ». Et donc, j'en reviens. Daniel Ellsberg raconte, avec beaucoup d'humour, ce climat, l'époque du film du docteur Folamour, fin des années 50, début des années 60, guerre froide, course aux armes atomiques. Et il y a une obsession dans le monde du secret américain, l'écart de missiles. Tout le monde dit, en fait, les Russes en ont beaucoup plus qu'on dit. Et il raconte comment, entre le commandement en chef, la CIA, le département d'État, il y a des avis différents. Certains disent qu'ils en ont des milliers, d'autres 160, enfin... Et puis arrivent les satellites qui permettent de prendre des photos à 30 km de hauteur. Et là, il dit, en fait, ils en avaient 4. Et de mauvaise qualité. Quand nous, on en avait 40. Des fusées Pluton et tout. Alors, c'était dangereux, tout ça. C'est des missiles intercontinentaux, etc. Mais tu vois comment on peut aveugler les peuples. Et ça s'est passé sur les armes de destruction massive, et y compris la presse de qualité est tombée dans le piège aux États-Unis sur la guerre d'Irak. Donc, c'est là où on voit l'enjeu. Et moi, je pense vraiment que ce n'est pas légitime aujourd'hui de chercher des petites nuances, des petits désaccords. Encore une fois, le pluralisme des médias existe pour ne pas défendre Assange. Assange, pour moi... C'est plus la question de sa personne bien qui est en jeu. Bien sûr, et c'est pas comprendre. Je pense vraiment, je l'ai dit à cette conférence belge dont tu parlais, aujourd'hui, parce que nos temps sont des temps comme la Renaissance, hein, temps de l'accès au savoir. Tout d'un coup, il y a l'imprimerie, et les clercs ne sont plus possession du savoir. C'est bien plus qu'une petite révolution technologique et tout. C'est voilà, on peut avoir accès au savoir. On peut avoir accès à plein de choses. Donc les clercs ont peur. Et ces temps de Renaissance sont à la fois des temps d'émancipation, de créativité, et sont en même temps des temps de régression. Il faudra du temps avant les Lumières, puis il y aura l'esclavage, il y aura les conquêtes, il y aura la destruction des Indes et toutes sortes de choses. Et quand on revisite cette époque, on s'aperçoit qu'à cette époque, il y a des singularités qui se sont dressées. Thomas More, l'auteur de l'Utopie, Michel Servet, un éditeur dont j'ai oublié le nom, imprimeur, qui a été brûlé ici même à Paris, tout près de la Mutualité, Giordano Bruno, des figures comme ça, qui ont été, à l'époque, on tuait, on ne mettait pas en prison à vie, on tuait. Mais au fond, quand on revisite l'histoire de ces gens, ils étaient peut-être illuminés, ils avaient des personnalités, ils dérangeaient, ils répondaient que d'eux-mêmes, mais ils restent comme des gens qui ont écrit le futur. Et pour moi, Assange, Chelsea Manning, Snowden, Sarah Harrison, car Wikileaks n'est pas seulement Assange, Glenn Greenwald, Rui Pinto et plein d'autres. On parlera de ces gens-là et au premier chef de Assange, dans un siècle, dans 2 siècles, comme des pionniers historiques de ce droit de savoir. De ce fait que nous avons le droit de savoir et que ce savoir nous émancipe, car il nous permet de contrôler. Et c'est très important dans le livre que tu as en main. Je démarre par cette histoire de l'œil au début de la Révolution française. C'était une évidence que c'est le symbole. Quand il y a la première médaille des colporteurs de journaux à Paris, avec la publicité et la sauvegarde du peuple, au milieu, il y a un œil, avec des éclairs de lumière, l'œil. C'est l'œil qui regarde, qui surveille ceux qui nous dirigent, qui leur demande des comptes, qui les contrôle. Une démocratie véritable, c'est celle où on laisse faire ça. Et Julian Assange, quoi qu'on pense de l'individu, etc., c'est au service de cela qu'il a été. Alors, j'ai une dernière question, parce que ça va être l'heure de rendre l'antenne, comme on dit. J'ai quand même senti chez toi, quand tu es revenu de Bruxelles ou de La Réunion, une sorte de, peut-être pas de pessimisme, mais quand même une forme de découragement qui me semble quand même contraire à ce que tu es et à cette espèce d'énergie que tu as en permanence. Donc, voilà, c'est quoi la suite en fait? Non.
C'est quoi? C'est une mobilisation, il faut continuer, il faut s'unir, il faut voir quels sont les autres médias qui pourraient continuer cette lutte. Bien sûr, c'est ce qu'on a voulu faire avec la réunion qu'on a faite avec Reporters sans frontières, des syndicats et d'autres médias. Mais il faut dire que même Reporters sans frontières a été sidéré que les journaux, dont Le Monde, qui a profité des premières révélations de Wikileaks, n'ont pas voulu s'associer. Donc, comment dire? Il y a un proverbe, je déteste les proverbes, mais il y a un proverbe qui dit « comme on fait son lit, on se couche ». À un moment, on paye le prix de ne pas avoir été assez attentif aux principes. Les principes, ça ne se discute pas. De la même manière que nous, on est gardiens du principe que tu as rappelé pendant toute cette soirée, on trie la vie privée, le travail des journalistes, mais il y a un principe. Les conditions du procès Assange, mais aujourd'hui, tout défenseur des libertés devrait dire, peu importe, tu te rends compte, il est traité mais comme un terroriste de haut vol. C'est ce que nous a dit Eva Joly. Et ce qu'on a raconté sur les conditions, etc. Donc oui, je suis, par moments, je suis inquiet. Je cite dans le livre, c'est drôle, hein, parce que, et on l'a dit, on l'a écrit aussi sur Mediapart cette semaine en s'adressant à la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui a proclamé la liberté de la presse. Et elle l'a proclamé, on l'a oublié, dans la première révolution démocratique, qui est une révolution du XVIIe siècle, celle Cromwell et tout ça. Ils ont coupé la tête d'un roi, ils ont fait une république éphémère. Et cette révolution parlementaire a eu comme propagandiste un poète, John Milton, qui a fait le premier essai pour le droit de publier sans autorisation ni censure. Ce texte fondateur, il est traduit par Mirabeau, futur grand orateur de la Révolution française, fin 1788, à quelques mois du début de la Révolution française. Donc, c'est cette vieille histoire, cette vieille tradition. Et du coup, par rapport au pessimisme, je rappelle que dans la préface longtemps inédite à La ferme des animaux, George Orwell, libertaire, mais libertaire de la tenue. Hein, on doit se tenir, hein, justement, par rapport à... D'ailleurs, la vidéo d'Assange sur l'Irak, elle commence par une citation d'Orwell. Exact. Et donc, je rappelle que dans cette préface, il dit, mais en s'adressant avec le sens de ce mot libéral en anglais, qui est un peu... vraiment la radicalité sur les libertés, il dit les libéraux ne croient plus à la liberté. Ils ne défendent plus la liberté. Ils ne sont plus là. Et d'une certaine manière, c'est ce que disait l'ancienne plume d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qui lui se retourne en disant « mais quand même, j'ai cru à ça, et puis vous n'êtes plus au rendez-vous de ça ». Et ce qui est... George Orwell, quand il écrit cette préface, il participe au tricentenaire de la publication de cet essai de John Milton qui est sorti en 1644. Et il dit à un moment, il dit qu'au fond, quand il prend cette position où il dit « la liberté de la presse n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aux gens et au pouvoir, donc ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ». Et quand on le dit, on le bouscule là-dessus, cette provocation, il dit « mais c'est je le dis au nom d'une ancienne liberté ». Et je crois que c'est la réponse. Je pense que, comme dans tout combat, on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas si on va pouvoir faire changer les choses, mais il faut le mener, ce combat. Après Bruxelles, j'étais à Lisbonne pour Rui Pinto, on a fait une conférence de presse, on a fait cette réunion publique sur Assange, on fait ce live ce soir. Il faut que toute la profession se mobilise, que tous les citoyens se mobilisent. Ce n'est pas un privilège des journalistes qu'on défend, c'est un droit du public, un droit fondamental. Et si nous laissons faire ça, il sera remis en cause ici aussi. Merci Edoui. Merci. Ce sera le mot de la fin de cette soirée exceptionnelle consacrée aux lanceurs d'alerte. En tout cas, la partie du Mediapart Live qui a été consacrée aux lanceurs d'alerte. Et je prendrai et je volerai non pas cette citation, mais cet exorgue d'Edoui. Abonnez-vous à Mediapart. Merci à vous.